Bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous pour cette première démonstration culinaire de l'après-midi, la fête de l'asperge. On remercie encore nos partenaires, si on ne le fait jamais assez, nos bénévoles, nos partenaires producteurs d'asperges sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, évidemment, puisqu'on met à l'honneur ce produit régional avec son AOP. On remercie également la CCE qui organise cette manifestation depuis maintenant 23 ans. Moi, ça fait une dizaine d'années que je vous accompagne ici. C'est toujours avec un grand plaisir de vous recevoir et de vous présenter aussi des chefs talentueux, généreux, rock'n'roll, avec un cœur immense. Je vais me tenir. Hein, je vais me tenir. Ah ouais. Un gars que j'adore, avec beaucoup de valeurs. Un grand cuisinier, Vivien Durand, du château Le Prince Noir. Bonjour. Il était venu nous voir il y a quelques années, il nous avait fait une super démo, c'est pour ça que je dis rock'n'roll, parce qu'il il était parti un peu dans les trucs, à son image, il est comme ça. Je suis vraiment très content de le recevoir à nouveau ici. J'adore sa cuisine. Pourquoi? Parce qu'il est décomplexé, il n'a pas de code culinaire instagrammable, il vit la cuisine, il a envie de montrer les choses, il y met vraiment beaucoup d'énergie, de la passion, et c'est brut de décoffrage, tel qu'il est. Et ça, c'est une grande chance, c'est une grande chance qu'il a de pouvoir cuisiner comme ça, parce que beaucoup de chefs sont obligés de mettre un peu d'édulcorant dans leur cuisine pour séduire les gens, pour arrondir, pour dire c'est comme ci, c'est comme ça, pour entrer dans des codes. Lui, il s'est affranchi tout ça, il réussit en plus, et ça, c'est vraiment une grosse chance qu'il a, parce que beaucoup de chefs travaillent un petit peu avec le frein à main parfois. Moi, ça a été le cas dans ma carrière, il a fallu que j'adoucisse certains angles, parce que la clientèle n'était pas forcément réceptive, ou c'était peut-être pas l'endroit, ou autre. Donc, il a fallu faire des petits aménagements. Donc je vous invite surtout à venir découvrir son restaurant. L'été, en plus, il fait un... Ouais. J'adore ça. Il fait de la braise. Il fait de la braise, il fait un barbecue dehors. Et là, il vous fait un menu... On a un très gros barbecue. Voilà, un barbecue de ouf. Et il est là, il est aux commandes et il vous demande ce que vous voulez. Il vous fait des trucs comme ça sur le pouce avec ce qu'il a. Et voilà, avec toute la générosité et la qualité culinaire que Vivien peut nous proposer. Voilà, j'ai fini de te cirer les pompes. Merci. Je suis très ému, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie, c'est avec plaisir, ouais. Vivien toujours, ouais, tu le sais. Alors, tu nous expliques un petit peu, je vais te laisser la parole, j'ai assez parlé. Allez. On va faire des asperges. Ouais. Donc, c'est un plat qui demande beaucoup de temps. C'est un plat qui demande beaucoup de temps. Donc, j'ai fait pas mal d'étapes à l'avance, notamment sur les cuissons des asperges. Nous, on a mis une méthode au point de cuisson des asperges au four dans un liquide. Pourquoi? Pour garder la jutosité de l'asperge, garder sa forme bien droite, parce que souvent, quand on les cuit en botte comme ça, ouais. Quand elle cuit, elle se déforme un petit peu, la ficelle appuie dessus et l'asperge souffre, entre guillemets. Et c'est un produit qui est quand même très particulier, qui a une superbe amertume, et l'amertume dans la cuisine, pour moi, c'est hyper important, mais ça mérite d'être balancé, ça mérite d'être équilibré avec deux choses, l'acide et le sucre. Alors, c'est pour ça qu'on fait une sorte de bain, une sorte de limonade, on appelle ça, à base d'eau, de vin blanc, ou de noix hydrates, ou de lillet, ou ce que vous voulez, et surtout ce que vous aimez, parce que c'est hyper important de cuisiner ce qu'on aime. Zeste de citron, et autant de sel que de sucre. Je crois que je vais envoyer la recette, donc les pesées sont sur la recette. Vous avez les recettes en flyer qui sont sur la table du fond, donc tout à l'heure vous pouvez les récupérer. Toutes les démos qui ont eu lieu, normalement vous avez les recettes qui sont disponibles. Donc l'important c'est de toujours bien éplucher l'asperge, de la mettre dans un plat en inox si possible, avec cette eau qui est juste à hauteur. Il faut faire très attention de ne pas empiler les asperges, mais les mettre vraiment bien à plat, de bien fermer avec de l'aluminium, avec au moins 2 ou 3 feuilles d'aluminium. Et la cuisson au four, c'est 180 degrés, dans un four pro. Donc je pense dans un four ménager, c'est 200 degrés, au moins 30 minutes. Et après, l'important, pour avoir une cuisson la plus parfaite possible, c'est de réfléchir à l'inertie que ça amène de monter un produit à
100 degrés, 120 degrés. Si vous voulez, quand vous sortez l'asperge, il faut qu'elle soit encore un peu croquante, parce que comme elle reste dans le bouillon et qu'on la laisse refroidir dans le bouillon pour pas qu'elle perde de son jus, il y a au moins 30, 40, 50 minutes pour que le bouillon refroidisse. Du coup, elle continue à cuire. D'eau, vin blanc, citron, sucre et zeste de citron et un peu de sel. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Un coup du pied. Voilà, l'alcool, comme il disait, on peut mettre autre chose, du lillet ou même du sauterne, pourquoi pas, si on veut. Et en fait, c'est le sucre et l'acide qui balance, qui contre un petit peu cette amertume des fois dérangeante de l'asperge. Donc là, on a un produit qui est, pour moi, le plus équilibré possible. Ce qui est hyper important parce que tout à l'heure, on va voir un vigneron. L'asperge, en accord mets-vin, c'est hyper compliqué à trouver le bon vin. À cause de l'amertume, ouais, souvent. Ouais. Donc vous voyez, je ne sais pas si ça se voit là, elles sont vraiment pleines, pas abîmées. Et vous pouvez les garder entre 4 et 5 jours au frigo. Elles ne bougent pas. Toujours dans le bouillon, on les laisse bien. Toujours dans le bouillon. Toujours dedans. Et, ouais. Ce bouillon-là, nous, on le récupère, on le fait réduire. Et avec le bouillon réduit, donc qui s'est concentré, on va faire qui sucre beaucoup plus, on va faire une petite vinaigrette. Donc ça, c'est la première étape de la recette. Ces asperges, on va les mettre dans une pâte à tourte. Donc nous, on a fait une pâte à foncer ordinaire, c'est une pâte à tourte classique, mais vous pouvez très bien faire avec une pâte brisée ou une pâte feuilletée, ça marche très très bien. Donc là, je vais retirer toutes les têtes. Je servirai à part, parce que ça, c'est le plus fragile. On les servira froids dans la salade. Et avec les queues, on va monter un rouleau pour notre pâte, pour notre tourte. Donc du film. On va faire un étage comme ça. J'ai oublié dans ma cuisine, on met pareil un praliné, donc un vrai praliné ou noisette amande, dans lequel on rajoute du maïs grillé salé. Vous savez le maïs qu'on mange à l'apéritif, là, un peu croustillant, qui est hyper addictif. Le maïs et l'asperge, pour moi, ça marche super bien. Et du coup, on mixe le maïs au vario, au cutter ou un truc comme ça. On rajoute le praliné et on rajoute un peu d'huile de noisette pour avoir une consistance un peu souple. Et en fait, ce praliné-là, que j'ai oublié, va nourrir de gras l'asperge. Et puis, à la cuisson, le maïs va pomper la flotte qu'il y a dans l'asperge pour avoir un truc le plus propre possible. Oui, ça ne va pas cracher d'eau pendant la cuisson. Parce que souvent, c'est le problème quand on cuit quelque chose dans une pâte. C'est qu'évidemment, donc, on a des légumes ou des ingrédients qui ont de l'humidité, donc avec la chaleur, et comme ça cuit fermé, ça dégage de l'humidité, et souvent la pâte est un peu détrempée. Donc là, c'est vrai que c'est une bonne astuce pour éviter ce détrempage de pâte. Et encore une fois, moi je mets du praliné parce que j'ai envie que, comme la vinaigrette est assez acide et assez amère, je rajoute encore un peu plus de sucre dans mon asperge. Mais vraiment, il faut que quand vous faites un plat comme ça, il faut que vous réfléchissiez au produit. C'est-à-dire que le produit, il est à queue, il y a beaucoup d'eau. Qu'est-ce que je peux mettre pour contrebalancer l'eau? Donc des amandes, de la pistache, du maïs. Il faut que quand vous cuisinez, moi je dis tout le temps ça à mes gars, il faut cuisiner en conscience. C'est con, hein? Non, mais en conscience, c'est-à-dire, moi je demande à mes gars, quand ils épluchent une carotte, je veux qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Parce qu'on a tous appris à éplucher une carotte dans un sens ou comme ça, mais souvent ça devient presque banal et on passe à côté de certaines choses. On passe à côté de goûter la carotte, parce que moi je les vois souvent, ils ne goûtent pas beaucoup, mais les carottes, elles n'ont jamais le même goût. Donc si on n'est pas conscient de ce qu'on est en train de faire, de d'éplucher une pomme de terre jusqu'à faire des pommes gaufrettes, eh bien on perd quelque chose. Je pense qu'on passe à côté d'étapes qui sont hyper importantes pour le résultat final. Oui, bien sûr. En plus, pour la régularité et pour éventuellement changer sa façon de faire au fur et à mesure de l'évolution du produit. Ça, c'est important. Ouais. Donc là, je vais faire un rouleau comme ça. Donc je filme abondamment, il faut bien le filmer. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir bien le serrer, exactement. un petit peu.
Donc là, tu as mis de la moutarde, mais qui fait office de praliné. praliné en fait. Désolé. Ouais. Mais dans les tourtes que j'ai fait, il y en a, ne vous inquiétez pas. Donc ça, idéalement, il faudrait le faire prendre un petit peu au frais. Une dizaine de minutes. Ouais, au congélateur. Juste au congélateur, ouais. en fait, ça va juste faire saisir les contours pour qu'on garde le rouleau bien propre. Ça va figer un petit peu le praliné aussi, qui va bien coller les asperges entre elles. Voilà. Donc ici, ça c'est une moutarde qu'on fait nous-mêmes. On fait beaucoup de choses, beaucoup de condiments au Prince Noir. Et souvent, ça part parce qu'on voit des infos et on s'agace quand je me suis. Ouais. Et il y a quand il y a eu ces problèmes de moutarde et que j'ai appris ou que tout le monde diffusait que les graines venaient du Canada ou de je sais pas trop d'où. Avec Canada, ils avaient eu un problème de récolte et le prix avait énormément augmenté. C'est pas possible que chez nous on n'ait pas des gens qui font des graines de moutarde, donc on fouille, on trouve. Souvent on trouve vraiment beaucoup de gens qui font des produits extraordinaires chez nous. Si on ne trouve pas auprès de notre restaurant, on se permet d'aller un peu plus loin. Et ça, donc, c'est une macération qu'on a fait nous-mêmes, c'est une moutarde à l'ancienne. Ça, c'est la réduction, je ne sais pas si vous voyez, qui est un peu presque caramélisée. Ouais, carrément, elle a changé de couleur. Hein, ça, c'est donc ta cuisson d'asperges que tu as réduit. Qu'on a réduit fortement. Ouais. Voilà. Donc là, on va avoir quelque chose de doux, un peu d'amertume et un goût prononcé. Et on va avoir, la moutarde, elle est assez puissante. Ouais. Et ta moutarde pour la faire, donc tu prends des graines classiques. Alors, les deux, la blonde et la brune, ouais. on les maintient au frigo à 3 degrés. On a acheté un petit moulin à pierre, on les moud d'abord, parce qu'il y a deux options. Soit on les blanchit. Quand on monte en température la graine de moutarde, ça donne beaucoup d'amertume. Mm-hmm. Donc on la moud d'abord, et après c'est une lactofermentation. D'accord. C'est vraiment sel, eau, et on fait une grosse pâte au batteur, tout doucement, et on la tient un mois à macérer. Et en fait, quand la moutarde a le piquant qu'on veut, là on rajoute le vinaigre et on la monte nous un petit peu d'huile de tournesol pour stabiliser le piquant. Comme ça, en fait, c'est l'air qui renforce le piquant de la moutarde. Ah, ok, d'accord. Très bien. C'est l'oxydation. Ouais. Donc là, tu montes avec l'huile de noisette. Non, ça c'est huile de tournesol de Gabat. C'est un gars, on va chercher, on essaye de faire en sorte d'être le plus responsable possible. Et moi, une fois tous les 4 mois, j'ai acheté des grosses cuves inox de 50 litres. Une fois tous les 4 mois, je monte chez un copain là, qui est à côté au Pays Basque. Et on remplit, je prends 300 litres d'huile. L'huile, elle est incroyable. Ouais. C'est des tournesols, parce qu'il y a plein de variétés de tournesols différents. C'est un tournesol qui sèche sur pied. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de hangar avec des grosses machines pour le sécher. C'est un tournesol qui s'adapte. Donc c'est pas un F1, c'est des graines de tournesol pur. Du coup, d'origine, il récolte les graines. Au fur et à mesure, le tournesol s'adapte au milieu dans lequel il pousse. Ouais, c'est une asso qui fait ça. Ça s'appelle Nouste et Kilili. Ils font tournesol et colza. Et en fait, c'est pas leur métier. Eux, ils font du tourteau de tournesol et de colza pour compenser le soja, pour pas acheter du soja indus ou étranger pour leurs animaux. Donc, ils ont valorisé en fait toute la chaîne et tout le process. Ouais. Astucieux. Et responsable. Et éco-responsable en plus. Allez, la préparation, elle a pris un petit peu. Hop. La pâte. La pâte qui est très très fragile, très souple. Donc c'est pour ça que je l'ai remis un peu au frais là. Et tu l'as étalé quand même relativement. On l'étale à 3 mm. 3 mm, ok. Ouais. Oula. Donc je vais prendre mon petit rouleau. Ah, t'as perdu là. Ah. T'as perdu ta petite mousse. Oula, c'est pas facile. Sinon ça va rater.
C'est super dur à remettre, hein. Ça- Ouais, on le fera après. Par contre, je vais te remettre le micro un peu mieux. Hop, comme ça. Vous m'entendez? On risque d'entendre la barbe. Là, tu sais. Donc, pâte à tourte, c'est beurre, farine, c'est hyper simple. Mais vraiment, une pâte brisée, c'est super. Et la pâte feuilletée, c'est vraiment incroyable. Donc, je la taille un petit peu. Voilà. Je vais dérouler. Ouais, ça a pris. Hein. Ça va le faire. Ça va le faire. Un jaune d'œuf. Un tout petit peu d'eau. Et quand on dore, donc pour coller, il ne faut pas mettre trop de dorure. Parce que sinon, ça fait l'effet inverse. Ça fait omelette dessus après. Hein. Et ça fait omelette. Ouais. C'est surtout quand... vous allez voir parce que j'ai mis trop de dorure sur les tourtes que j'ai fait hier. Et vous allez voir quand on dit que ça fait omelette, sur le dessus, ça fait vraiment comme une omelette. Donc ça après, à faire la veille surtout. Alors, la pâte, la veille, Oui. le matin, idéalement étalée le soir, et pour faire la tourte le lendemain. Donc 2 jours avant. Ouais, c'est un peu long. C'est ce que je vous disais, c'est des process qui prennent du temps. Parce que la tourte, il faut la servir froide. Hein, c'est surtout Ouais. ça. Ouais. Donc là, je colle déjà une partie ici. Voilà. Après, je viens bien vider tout l'air. Ouais, l'idéal, c'est vraiment de serrer le produit dedans pour limiter la place de l'air à l'intérieur pour que ça reste bien compact et bien au contact de la pâte. Merci. On laisse un peu de bord quand même. Oui, pour pas que ça s'ouvre, pour Exactement. pas que ça soit trop près de la coupe. Et après, est-ce que ça se congèle ou Ça, cru, ouais. cru comme ça? Oui. Ouais. Et donc c'est des trucs Parce que si on en fait plusieurs, on dit tiens, on peut en mettre un peu au congèle. Exactement. Tiens, je m'embête à le faire un peu en Ouais. avance et puis quand j'en aurai peut-être besoin. Et c'est surtout que quand t'en fais, que t'en fasses une ou que t'en fasses Oui, 10, c'est pareil. Ouais. Donc voilà. Après, vous pouvez vous faire des petits trucs comme Ouais, ça des si vous petites voulez. finitions, décors ou autres. Même pour les artistes dessus, ils peuvent faire des Ouais. petits décors au couteau, comme sur les petites tourtes. Voilà, une petite impression. Et idéalement, après on va passer la dorure dessus. Et idéalement, il faut dorer 2 fois. Si vous pouvez. Il faut passer un coup de dorure, la stocker au frigo, laisser sécher la dorure et la restocker et la redorer une deuxième fois avant la cuisson. Voilà. Donc là aussi, tu as laissé un petit peu de papier dessous, la petite astuce, hein, c'est pour éviter que ça colle après, suivant la plaque qu'on utilise. Des fois, ça peut accrocher, donc laisser un peu de papier cuisson dessous, c'est une bonne idée. Donc vraiment, Et là, tu fais Picasso, là, tu fais un truc. Ouais. Ouais, la pintoule. ouais. Donc après, il y a la cuisson. Donc c'est pareil, alors même sur un four pro, un four de maison c'est la même chose. Ce que je vous conseille quand vous faites n'importe quel type de tourte ou pitivier ou quoi, c'est de monter en température votre four entre 20 et 30 degrés plus haut Ouais. que la température de cuisson. Pour une raison toute simple, encore une fois on en revient à cette inertie-là, là vous rentrez un produit froid dans un four ventilé, donc vous allez ouvrir la porte, il va perdre 15 degrés, 20 degrés même. Vous allez enfourner un produit froid dans le four, il va reperdre 15 degrés et vous allez fermer la porte et le temps qu'il remonte en température, ça va être hyper long. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire
Là, on va le cuire à 190, mettre le four à 2,10 de vin, vous enfournez, vous laissez 4-5 minutes et vous rebaissez le four à 190. Comme ça, vous avez ce qui est important, c'est que, comme en plus c'est un produit qui est assez humide, il faut que la pâte elle saisisse tout de suite. Ouais, pour bien bloquer l'ensemble. Exactement. Ça, ouais. Et là, on est parti sur une cuisson de Entre 20 et 25 minutes. 20-25 minutes. Ouais, ok. Et après, quand on la sort du four, elle grandit. Quand on la sort du four, elle grandit. Ouais. Tac. Elle triple de volume. Voilà. Voilà. Tadam. Vous voyez l'économie? 4 asperges. On fait manger 20 personnes. Ouais, c'est comme ça qu'on s'en sort dans les restaurants. Donc la bien refroidie, ça tu l'as faite Voilà. hier ou avant? Et moi, la vérité, c'est que, tu sais, c'est comme, moi j'aime bien la pâte quand elle a un peu détrempé là. C'est quand tu manges un vol au vent ou un truc comme ça, quand la pâte elle a pris un peu de jus. Et je trouve que pour moi le meilleur, c'est presque ce qu'il y a ici là. Le dessous. Ouais. Ouais, parce que tout elle est imprégné du jus et elle a bon goût. Alors un couteau à dents, hein, vous voyez, Ouais, toujours. pour éviter d'écraser la pâte ou de l'abîmer. Donc là, on voit bien le pralin au milieu qui a fait son travail de liant. En fait. Voilà, elle a encore plus, tu vois. Regarde. Ouais. Un petit dressage après chacun. Oui. Il met un petit peu à sa façon. Après, c'est pas. Et ce qui est important, Et on mettra la c'est vinaigrette. qu'on a essayé le plus possible d'utiliser tout le produit. C'est-à-dire que la cuisson, on la sert au client. Les pointes d'asperges, C'est nous pour le. qui est un peu la partie la plus noble de l'asperge, on la sert aussi. Vous voyez bien là, avec les caméras, ça va? Ouais. On est généreux, on voilà, est moi, pour pouvoir saucer après. je- Hein. Le dressage, je pense que c'est ce que je déteste le plus. C'est vrai, hein? Ah, moi, j'aime bien cuisiner. Ouais, mais c'est Bon, alors, dresser, ce dont je parlais tout à l'heure, tu vois. Je disais que tu étais affranchi de ah ouais. code de dressage. Moi, les tirlis, pimpins, les machins, tout ça. Ouais. Et c'est pareil, les herbes, Ouais. si on met une herbe, c'est qu'il y a un intérêt. Ouais. C'est pas pour faire joli. Jardinier. Là, c'est du persil. C'est un persil, alors, ça s'appelle persil Kyoto. Il a de Kyoto que le nom. Mais c'est une variété de persil, vous allez voir, il est très très frais. Et très doux. Oui, parce que les cuisiniers jardiniers, Ouais. hein, je suis un peu allergique moi aussi. Bah, surtout que. Tout est dans la décoration, tout est dans la fleur. Et après, quand tu goûtes, tu te dis, Puis, moi, je pense c'est que. pas l'essentiel. Moi, je pense qu'un restaurant, c'est la meilleure boutique du territoire qui existe au monde. C'est-à-dire que quand vous allez dans un magasin, vous rentrez, vous restez 5 minutes, vous sortez, personne ne vous dit rien. Nous, les gens, ils restent chez nous au moins 2 heures, quoi. Donc moi, je pense qu'on a un rôle à jouer qui est hyper important, c'est de valoriser tous les artisans qui travaillent avec nous, quoi. Ouais, Mais bien sûr. pas que des maraîchers ou des pêcheurs ou quoi. Le mec qui fait les verres, le mec qui fait les couteaux, le menuisier. Nous, on a une chance énorme de pouvoir passer un message à des gens pendant, normalement, si on n'est pas trouvé, un bon moment. Oui. Si ils sont embrouillés avant et tout ça, c'est un autre problème. Mais Oui, aussi Non, le resto, non, ou si le resto est pas terrible. Hein. voilà. Normalement, et nous, c'est hyper important. Et le maraîchage, surtout dans la région, il faut vraiment le valoriser parce que c'est dur, quoi. Et c'est un vrai métier, quoi. Moi, je sais pas le faire. Je pense que j'ai pas envie et j'en serais pas capable. Donc moi, que nous, qu'on cherche des gens qui font bien leur métier et qu'on les aide par
travailler leurs produits et dire à Et les qui veut mettre bien en l'entendre, avant, et voilà. Ouais. il est à tel marché le samedi, il faut absolument travailler avec lui. Ça, je pense que ça fait partie de notre métier. Que moi, je décide un jour de faire 2 planches d'asperges blanches, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Et en plus, ce ne sera pas bon. Oui, voilà. Voilà. Et en fait, le cuisinier fait une belle cuisine. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ça Il derrière. n'y a pas de secret. Tu as beau être le meilleur cuisinier du Il monde, n'y a pas de secret. si tu n'as pas de bons produits derrière, tu ne vas jamais pouvoir présenter une assiette de qualité avec des choses qui ont du goût. Ou aussi, parce qu'il y a une histoire aussi derrière, il y a des gens, et ça on oublie souvent. C'est vrai qu'on, malheureusement, le portefeuille de tout le monde souffre, hein, donc il est vrai que j'ai envie de dire que bien manger, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Il suffit de manger de saison et de se rapprocher d'un producteur. Donc on va s'affranchir de pas mal d'intermédiaires qui vont se sucrer en passant, évidemment, il faut le savoir. Donc chacun va prendre sa petite marge. Donc il est vrai que des fois, d'aller sur un marché, de rencontrer des producteurs et surtout manger local et de saison. Arrêtons les tomates au mois de décembre et les courgettes et les aubergines. Ça n'a aucun sens. On mange ce qui pousse à la saison et de toute façon, la nature est tellement bien faite que quand vous faites une cuisine de saison, vous allez vous apercevoir qu'en mélangeant des ingrédients qui poussent dans la même période de l'année, ils sont faits pour être ensemble. Exactement. On associe des trucs, mais la nature l'a déjà fait. Tu prends des châtaignes, tu mets du potiron, tu mets des champignons, tout va ensemble parce que la nature a décidé comme ça. Donc, il faut respecter ce cycle, remettre les choses un petit peu dans le sens normal de marche, comme on faisait avant. Avant, on n'allait pas chercher des légumes en Espagne, on n'allait pas ramener des trucs partout dans le monde. Que ce soit... Après, il y a la route des épices, hein, ça existe depuis longtemps, donc ça, les épices, ça va venir condimenter, mais je crois qu'il faut revenir à un cycle naturel de production, de consommation. Mais nous, pendant un moment, au Prince Noir, on s'était dit avec les gars, tout ce qui n'est pas de chez nous, on arrête. Mais donc pas de Saint-Jacques, parce qu'il y en a un petit peu sur l'île de Ré, mais on ne pouvait pas en avoir, pas de homard ou peu. Donc tu te dis, putain, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, s'il n'y a pas de homard auprès de chez toi et que tu as sélectionné un mec au Croisic qui fait une pêche ultra raisonnée, les homards, ils arrivent, ils sont magnifiques, ils ont des antennes comme ça. Petit conseil, si vous voyez les antennes des homards, si vous aimez le homard, c'est le premier truc que les homards mangent dans les viviers. Donc s'il y a des homards qui n'ont pas beaucoup d'antennes, c'est qu'ils sont restés vraiment longtemps dans les viviers et c'est beaucoup moins bon. Si vous voulez un homard de super qualité, il faut regarder vraiment les antennes. La taille des antennes, en fait. Ouais, si elles sont entières. La Saint-Jacques, on n'en faisait pas. On a trouvé un super pêcheur de Saint-Jacques. Si tout le monde travaille en conscience comme ça, il n'y a pas de problème. On peut aller chercher des trucs en Bretagne ou n'importe où, des épices, c'est bien fait. Et il y a un truc aussi, juste pour aller dans ton sens, je vous invite à faire l'exercice, acheter des asperges d'ici et acheter d'autres asperges de supermarché d'Espagne ou de je ne sais pas trop d'où. 1 kilo, le même kilo, vous faites la cuisson comme vous faites là, vous allez avoir 1 kilo d'asperges d'ici, vous allez sortir 840 grammes d'asperges cuites, la même cuisson, le même temps, dans le même four, au même moment, les asperges espagnoles, vous en restez 600 ou tu perds beaucoup allez, plus 700 grammes si vraiment vous avez de la chance. Donc, même si au final, vous payez un truc peut-être 1 euro, 2 euros plus cher, mais en rentabilité, le volume, le cochon, c'est pareil. Tout est pareil, les légumes c'est pareil, et il y a cette histoire de satiété. Moi, quand on cuisine des produits qui sont juste cueillis et qu'on mange, moi il y a le sentiment de satiété est beaucoup plus rapide. Quand tous les produits qu'on fait importer qui poussent en 3 fois moins de temps que tout le reste, ces trucs-là c'est essentiellement que de la flotte et ça nourrit pas. Ouais, c'est clair. Parce que c'est poussé hors saison, c'est forcé, donc c'est gorgé d'eau, c'est gorgé d'engrais, et le produit n'a pas eu le temps de prendre les nutriments de la terre et d'avoir le goût et la grosseur souhaitée. Donc, c'est fini, Vivien, là. Ouais. C'est ça? Un petit bravo pour le chef. Vous allez pouvoir déguster. Il y a une petite dégustation qui est prévue avec un accompagnement mais vin. Je vais passer... le temps que tu dois mettre de la vinaigrette, je crois, pour finir le temps que tu fasses ça, on va passer avec notre vigneron qui va se présenter et qui va nous expliquer ce qu'il a mis à côté de l'asperge. Voilà, je pense que là, c'est le micro. Oui, c'est... Voilà. Allez, bonjour, mettez-vous par là qu'on puisse vous voir, là, ici. Voilà. Je vous laisse nous expliquer ce que vous avez présenté pour aller avec le plat de Vivien. Ouais, donc tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur les choses du terroir. Donc nous, on est en plein sur ce terroir-là.
Le Blayais, ça nous parle. Trop bien. Nous sommes les vignerons de Tuicac, donc une cave coopérative. Donc 600 producteurs pour 6000 hectares, territoire principalement Blayais et Libournais. Après, on est aussi, on est assez attaché au respect de l'environnement. Donc tout ce qu'on fait, la charte de qualité, on fait de la lutte raisonnée, voire du bio. Donc voilà. En blanc, en rouge, en rosé. En rosé également. Voilà. Après, on fait plusieurs gammes de produits. Donc là, vous allez pouvoir déguster deux vins, les deux couleurs différentes. Donc le blanc, on est sur un Sauvignon. Sauvignon vieilli 6 mois en fût. Ouais. Donc ça peut très bien accompagner, je pense, le mets des chefs. Ouais. Et après, on est quand même aussi, des fois, il faut découvrir aussi, il faut aller au-delà des protocoles. Donc un rouge d'assemblage, Merlot Cabernet. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, essayez, voilà, il faut essayer, déguster des blancs, des rouges. Oui, je crois que vous dites, il faut sortir un peu des codes, dire c'est du blanc avec l'asperge, pourquoi pas avec du rouge. Il suffit de l'accommoder comme là avec une pâte autour. Il y a du praliné, comme le chef a mis à l'intérieur. Donc on a des structures qui vont permettre de soutenir un peu le vin rouge, à condition évidemment qu'il ne soit pas trop épicé, pas trop contrebalancé ou pas trop boisé aussi parfois. Il faut toujours trouver un juste équilibre, mais c'est vrai qu'on peut casser les codes en mettant du rouge aussi bien que du blanc sur de l'asperge. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, je vais vous laisser œuvrer, comme ça les... Bonne dégustation. Ouais, merci à vous.